Bonjour à tous. Donc, comme je vous l'avais dit, je vais prendre quelques minutes pour développer la deuxième partie, la deuxième analyse du cours sur l'art. Donc, l'art comme deuxième analyse, l'art comme invitation à penser. Je précise que je vous ai envoyé sur vos boîtes mail, si tout a bien fonctionné, un plan détaillé du cours sur un plan très détaillé même du cours sur l'art, ce qui vous permet de suivre, je pense, enfin j'espère, de manière plus structurée ce que je développe dans les trois vidéos du coup que je vous aurai envoyées. Et comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai dit également par mail, je ne ferai pas de fiches récapitulatives par auteur sur l'art, puisque ce serait totalement redondant avec ce que je vous ai envoyé. Si vous prenez les sous-parties où on traite d'auteur, ça fait à chaque fois 5-6 lignes, vous avez déjà vos fiches en soi. Ok. Donc je développe cette deuxième analyse qui aura donc deux sous-parties. Une première sous-partie consacrée à la fonction révélatrice des œuvres d'art, que j'ai intitulée la fonction révélatrice de l'art. Les œuvres nous placent face au réel comme au matin du monde. On va voir ce que cache ce titre un petit peu lyrique et énigmatique, disons. Et une deuxième sous-partie consacrée à la théorie que développe Nietzsche dans Le Gai Savoir, à savoir l'art comme thérapie qui nous permet non seulement de supporter l'existence, mais même de nous réjouir de l'existence, quand bien même elle aurait des aspects négatifs. Bref, on voit ça donc aujourd'hui. Donc allons-y, petit A, donc deuxième analyse, je reprends tout. Deuxième analyse, l'œuvre d'art comme invitation à penser, et petit A, la fonction révélatrice de l'art, l'œuvre nous place face au réel comme au matin du monde. Partons du constat, disons, banal, selon lequel les œuvres d'art ne sont pas utiles matériellement. C'est un constat qu'on a déjà de nombreuses fois mentionné. Et partons deuxièmement du constat que le métier d'artiste est réputé comme une activité, précisément parce que l'œuvre d'art ne servira à rien, une activité inutile. C'est cette inutilité réputée de l'art qui fait que nos parents vont être particulièrement inquiets lorsqu'à 17 ans, quand on rencontre, quand on va au CIO et qu'on leur dit qu'on a envie de devenir chanteur, de devenir peintre, de devenir poète, euh, nos parents nous invitent à choisir un vrai métier. Donc eh bien, il y a une réputation, disons, réputation d'inutilité de l'artiste et qui, on va le voir, hein, est à relier avec un certain nombre de considérations quant à la psychologie de l'artiste. L'artiste serait quelqu'un qui n'aurait pas les pieds sur terre. Mais au passage, il n'aurait pas les pieds sur terre, bien souvent, parce qu'on suppose qu'il userait de certains produits menant au paradis artificiel, pour reprendre Baudelaire. Alors, en effet, l'œuvre d'art, la pratique artistique en tant que telle, n'est pas une pratique qui est particulièrement utile. Elle n'est pas considérée comme étant particulièrement utile pour une raison bien spécifique, à savoir qu'elle n'est pas technique, autrement dit qu'elle ne remplit pas les fonctions nécessaires à l'existence. On ne vit pas de musique. Voilà. On ne vit pas de musique, on ne vit pas de littérature, on ne vit pas de théâtre. Même si parfois on l'emploie pour qualifier la passion qu'on a pour ces pratiques artistiques, en réalité, nous vivons de pain et d'eau. Et pour vivre de pain et d'eau, il nous faut travailler, c'est-à-dire arracher à la terre par des actions qui sont, elles, bel et bien utiles, de quoi survivre. Alors, au passage, cette réputation d'inutilité de la pratique artistique, elle peut s'apparenter à la réputation, elle s'apparente même à la réputation d'inutilité de la philosophie
qu'on avait vu en tout début d'année, lorsque l'on avait dressé le constat quelque peu naïvement désarmant de la réputation de la philosophie dans l'espace public, à savoir comme une activité elle-même profondément inutile qui consistait, rappelez-vous, à compliquer de manière inutile des choses simples, à s'interroger surtout de manière excessive et systématique. Et puis il y avait quelque chose qu'on avait mentionné, qui était que le philosophe ou les philosophes avaient la réputation d'être perchés, je crois que c'était le terme qui avait été employé, et réputation d'être perchés qui allait de pair avec un certain nombre de calomnies concernant leur utilisation de psychotropes qui les conduirait précisément à être perchés, c'est-à-dire à être loin du sol, loin de la réalité telle qu'elle est. Et donc il y a visiblement cette accointance, ce rapprochement qu'on peut faire entre la philosophie et l'art, c'est que le philosophe comme l'artiste jouissent auprès du public, auprès de la majorité des individus, de la réputation peu flatteuse d'être des matières fantaisistes, et d'être des individus eux-mêmes, ceux qui s'y adonnent, d'être des individus eux-mêmes fantaisistes. Le philosophe français Henri Bergson, donc, qui est né en 1858 et mort en 1941, Henri Bergson va s'intéresser précisément à cette mauvaise réputation de l'art et cette mauvaise réputation de la philosophie, et démontrer que derrière, au final, cette réputation de l'art et de la philosophie, comme des matières qui seraient très très loin de la réalité, il y a en réalité quelque chose de vrai, à savoir qu'elles ont bel et bien une parenté l'une et l'autre, mais que en réalité, ce n'est pas qu'elles sont plus éloignées de la réalité que d'autres disciplines, c'est précisément parce qu'elles en sont plus rapprochées de la réalité qu'elles paraissent aussi plus rapprochées de la réalité que nous au quotidien, qu'elles nous paraissent si étranges. Donc cette accusation d'inutilité et d'irréalité de l'art va être étudiée donc par Henri Bergson dans sa conférence de Madrid, dont vous avez un extrait dans le recueil de textes. Alors, je vous lis le texte que vous avez donc dans le recueil. Bergson écrit « La philosophie n'est pas l'art, mais est là avec l'art de profondes affinités. Qu'est-ce que l'artiste ? C'est un homme qui voit mieux que les autres, car il regarde la réalité nue et sans voile. Voir avec des yeux de peintre, c'est voir mieux que le commun des mortels. Lorsque nous regardons un objet, d'habitude, nous ne le voyons pas, parce que ce que nous voyons, ce sont des conventions interposées entre l'objet et nous. Ce que nous voyons, ce sont des signes conventionnels qui nous permettent de reconnaître l'objet et de le distinguer pratiquement d'un autre pour la commodité de la vie. Mais celui qui mettra le feu à toutes ces conventions, celui qui méprisera l'usage pratique et les commodités de la vie et s'efforcera de voir directement la réalité même, sans rien interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste. Mais ce sera aussi un philosophe, avec cette différence que la philosophie s'adresse moins aux objets extérieurs qu'à la vie intérieure de l'âme. Alors, si on devait résumer le texte de Bergson, on pourrait dire que, selon Bergson, est artiste celui qui voit la réalité objectivement et pour elle-même. Celui qui n'est pas artiste voit la réalité à travers les lunettes des exigences quotidiennes de l'existence. Celui qui n'est pas artiste voit la réalité à travers les lunettes de l'utilité. Prenons un exemple. Lorsque je rentre dans la salle F2, si je ne suis pas enrhumé, donc si je n'ai pas besoin de jeter un mouchoir dedans, si je n'ai pas mangé ma banane, et donc si je n'ai pas besoin de jeter la pelure de ma banane dedans, je ne remarque même pas la présence de la corbeille. Ce que je vais remarquer, c'est éventuellement la présence du tableau en tant que professeur, parce que j'en ai besoin. Autrement dit, je ne remarque de la réalité que ce dont j'ai besoin. Et si j'ai besoin d'utiliser la corbeille, ce que je vais regarder seulement dans la corbeille, c'est la fonction l'utilité que je peux retirer de cette corbeille. Est-ce qu'elle est pleine? Est-ce qu'elle n'est pas pleine? Est-ce que j'ai la place pour jeter ma pelure de banane dedans? Je ne vais pas m'intéresser à la texture de la poubelle, à sa matière, à sa couleur.
Donc, ma vision quotidienne du monde, de la réalité qui m'entoure, c'est une vision, pourrait-on qualifier, d'utilitaire ou d'ustensilaire. Je vois la réalité à travers le potentiel d'utilité pour moi qu'elle recèle, mais je ne la vois pas pour elle-même. Dès l'instant où je n'ai pas besoin de quelque chose, je n'ai pas besoin de faire usage de quelque chose, j'ai tendance à ne pas le remarquer. Vous savez, c'est une des raisons qui explique aussi pourquoi, lorsque l'on se retrouve avec quelqu'un qu'on voit ordinairement dans un certain contexte, on ne le remarque plus, on ne le reconnaît plus en dehors de ce contexte. Si je vois mon collègue que j'ai l'habitude de croiser au lycée en dehors du lycée, je ne vais pas forcément le remarquer tout de suite ou le reconnaître tout de suite, surtout si je n'ai pas d'affinité particulière avec lui, surtout si j'ai simplement des relations cordiales avec lui. Donc, c'est bien la preuve ici que pourquoi je le remarque quand je suis au lycée, parce qu'il a une fonction vis-à-vis de moi, c'est un collègue, donc les nécessités du travail font qu'on se salue. En dehors du lycée, il n'a plus de fonction, je ne le remarque plus. Eh bien, il en est de même avec la réalité en tant que telle. C'est une des raisons pour lesquelles Bergson nous dit l'artiste, c'est celui qui voit la réalité pour elle-même, alors même qu'il n'a pas besoin particulièrement de la corbeille à papier. Il va remarquer la corbeille à papier, et en remarquant la corbeille à papier, il ne remarque pas simplement la fonction qu'elle peut remplir, il va remarquer tout ce dont elle est constituée, sa matière, sa couleur, sa texture, sa forme. C'est une vision, en réalité, c'est une vision de la réalité qui se rapproche de la vision de la réalité des enfants. Lorsque nous étions petits, rappelez-vous, nous n'utilisions pas simplement les objets qui nous étaient donnés pour la fonction qu'ils devaient remplir, mais comme autant de potentiel de jeu. Quand nous étions petits, je prends parfois cet exemple-là pour expliquer cela, j'ai peut-être déjà pris avec vous, notre anorak n'est pas simplement un anorak, c'est un potentiel, c'est un objet qui recèle une potentialité infinie de fonctions. Il nous servait par exemple de déguisement pour nous imaginer être Batman. Moi j'ai des souvenirs tout à fait frappants de cela à l'école maternelle où l'anorak, on mettait juste la capuche, on enlevait les manches et d'un coup nous nous transformions en Batman avec sa cape de justicier sombre, de chevalier noir. Bien, on trouve cela encore chez le collégien turbulent, pour qui le stylobique n'est pas simplement un stylobique, c'est une potentielle sarbacane. Bon. L'artiste, c'est donc celui qui conserve, pourrait-on dire, selon Bergson, cette vision enfantine du monde, et c'est précisément pour cela que j'ai expliqué, j'ai donné pour titre à cette sous-partie comme au matin du monde. Lorsqu'on ne sait pas encore à quoi sert un objet, on a tendance à le voir pour lui-même, pas simplement à le réduire à sa fonction. C'est une fois que je sais que mon anorak ne me sert que comme instrument de me couvrir du froid, que je vais cesser de le voir comme un déguisement. C'est uniquement lorsque je me rends compte que mon stylobique il me sert exclusivement à écrire un cours qui m'intéresse plus ou moins, que je vais cesser de le voir comme une sarbacane. C'est en grandissant qu'on va réduire peu à peu notre vision du monde parce qu'on s'habitue aux objets en les réduisant à leur fonction. L'artiste, c'est celui qui conserve cette vision première du monde comparable à celle de l'enfant. Il y a ici un rapprochement avec précisément la philosophie. Le philosophe, c'est celui qui continue à s'étonner du monde comme l'enfant s'étonne du monde. Vous vous rappelez, on avait dit en début d'année que l'enfant, c'était celui qui posait toujours la question pourquoi, et qu'être philosophe, c'est rajeunir spirituellement de ce point de vue-là, puisque c'est revenir à cette vision première de l'enfant pour qu'il rien n'est évident, mais tout est questionnable. Tout est à questionner, même. Eh bien, entre l'artiste et le philosophe, il y a déjà cette première parenté, à savoir que l'un comme l'autre sont de grands enfants. L'artiste est un grand enfant dans sa vision du monde, le philosophe est un grand enfant dans sa conception du monde. Le philosophe se questionne comme un enfant sur le monde, l'artiste voit le monde comme un enfant le verrait. Et en le voyant comme un enfant, il le voit réellement. Alors que l'adulte ne voit plus réellement le monde, il se contente de l'utiliser. Alors que l'adulte ne pense plus réellement le monde, il se contente d'y vivre. Vous y êtes sur ça ? Bien. Je dis vous y êtes sur ça comme si j'étais face à vous, ce qui est absurde. Excusez-moi.
Alors, je vous précisais hein, dans la fiche que je vous ai envoyée que effectivement, en grandissant, notre vision du monde est rétrécie par les besoins et les urgences de la vie. Du coup, si, étant adulte, l'artiste ou le philosophe nous paraissent comme des gens perchés, nous paraissent des originaux, et pour être aussi perché, il faut nécessairement fumer 10 kilos de hashish quotidiennement. Si, étant adulte, l'artiste et le philosophe nous semblent des originaux, c'est parce que nous avons des œillères. En réalité, le jugement que je porte sur l'artiste et le philosophe ne dit pas quelque chose de l'artiste et du philosophe, mais dit quelque chose de moi. Et si vous avez en tête l'allégorie de la caverne, c'est exactement la même chose. Dans l'allégorie de la caverne, lorsque les prisonniers prétendent que le philosophe qui leur dit ceci n'est pas la réalité d'un chat, par exemple, on avait pris cet exemple-là, la réalité d'un chat, c'est pas d'être un truc en 2 dimensions qui se déploie sous nos yeux, mais c'est d'être précisément une boule de poils grincheuse, mais grincheuse, soyeuse et miaoutante. Euh, les prisonniers vont le considérer comme étant un fou, mais ça ne dit rien en fait du caractère perché du philosophe, ça dit tout de l'enfouissement profond du prisonnier. Et bien de la même chose étant adulte, lorsque voyant l'artiste, on se dit mais quel original, enfin qu'est-ce qui nous emmerde cet artiste-là avec, par exemple si on prend l'exemple de Van Gogh a fait toute une série de tableaux qui s'appelle Une paire de souliers, où Van Gogh peint des paires de souliers, mais mêlez tes souliers au lieu de les peindre. Bon. Euh, et on a l'impression que c'est une perte de temps, que c'est inutile. On pourra avoir tendance à cela. Tous les matins, lorsque je me réveille, je ne suis pas en contemplation esthétique face à ma paire de souliers. Je les cherche pour les mettre, pour me rendre au lycée. Bon. En réalité, cette attitude-là, mon attitude plus le jugement de valeur que je vais avoir sur Van Gogh, à dire, mais cet Olybrius, qu'est-ce qu'il fait à les peindre, il devrait les mettre, ces souliers. Peut-être qu'il n'aurait pas fini clodo si précisément il avait compris qu'une paire de souliers c'est fait pour être porté et c'est fait pour se rendre au travail. Ça dit quelque chose de mon rapport au monde. Ça dit quelque chose de ma vision extrêmement réduite de la réalité qui consiste à ne voir dans la paire de souliers non plus une réalité mais simplement une fonction. Bien. Donc ma vision n'est pas réaliste du monde. Ma vision est utilitaire mais elle n'est pas réaliste. Il faudrait faire cette distinction. L'utilité n'est pas le tout de la réalité. Ça rejoint des choses qu'on avait déjà dites concernant Heidegger. Lorsqu'Heidegger nous dit la conception moderne du monde, c'est de tout réduire à l'utilité, de tout réduire à la productivité. Et bien même, on le voit dans notre rapport précisément à la réalité. On ne s'intéresse aux objets que parce qu'ils sont utiles. Et lorsque quelqu'un s'intéresse aux objets pour eux-mêmes, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Quel est ton projet? Mêler tes souliers au lieu de les peindre. En revanche, quand bien même nous considérons que l'artiste est perché, quand bien même nous considérons que l'œuvre d'art n'est pas utile, les œuvres d'art nous touchent. Les musées sont pleins, les salles de cinéma sont bondées, les gens ont gueulé lorsque les salles de cinéma étaient fermées, à juste titre au passage. Bref, ils ont gueulé à juste titre, vous m'aurez compris. Il semble bel et bien que ces choses-là inutiles, et cependant elles nous touchent. Elles nous émeuvent. Eh bien, c'est précisément cela que nous explique Bergson. Si les œuvres nous touchent, si elles ne sont pas pour nous simplement de la pure fantaisie, mais qu'en voyant la paire de souliers de Van Gogh, d'un coup, on se dit, certes, c'est qu'une paire de souliers, mais je ne sais pas, ça me travaille, ce tableau. J'ai fait que d'y penser. Ça me rappelle des trucs. Je ne sais pas, cette espèce de gémilité pas compatible, ça me rappelle des choses. Bien, regardez le tableau de la paire de souliers de Van Gogh, je le mettrai en miniature, comme ça vous l'aurez sous les yeux. Si ça nous touche, c'est parce que précisément ça nous rappelle également notre première vision, une vision que nous avons eue de la réalité qui consistait à voir le réel tel qu'il est. Si la philosophie, quand bien même nous reconnaissons qu'elle est inutile, elle nous parle. Elle nous parle d'ailleurs au passage peut-être plus que n'importe quelle matière. Les autres matières en réalité nous intéressent, mais la philosophie nous parle. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance plus à repenser à son cours de philo, en dehors du cadre scolaire, qu'à repenser à son cours de mathématiques. Je dis bien en dehors du cadre scolaire, en dehors d'impératifs scolaires. Si l'œuvre d'art nous touche, c'est parce qu'elle nous rappelle notre rapport premier au monde. De la même manière donc que si la philosophie nous touche, c'est parce qu'elle nous rappelle notre rapport premier à nos pensées. Nos interrogations premières face au monde. Pourquoi le feu brûle? Pourquoi j'existe?
Pour Bergson, du coup, l'artiste est le philosophe du réel et le philosophe est l'artiste des pensées. L'artiste est le philosophe du réel parce que il s'étonne du réel comme le philosophe s'étonne du réel. Et le philosophe est l'artiste des pensées parce qu'il prend les pensées, il s'intéresse à ces pensées pour elles-mêmes et non pas par rapport à leur éventuelle fonction, non pas par rapport à leur éventuelle utilité, comme l'artiste le fait lui par rapport au réel. Ça rejoint encore une fois quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les philosophes Heidegger, qui a pas mal de parenté en l'occurrence avec Bergson. Heidegger considère que la philosophie est un chemin qui ne mène nulle part. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, à savoir qu'elle ne sert précisément à rien. La philosophie est un chemin qui ne mène nulle part, un Holzweg en allemand. C'est un chemin de clairière qui aboutit, un chemin de forêt qui n'aboutit à rien, qui ne conduit pas à un endroit, qui aboutit à la forêt elle-même, qui s'arrête au beau milieu de la forêt. Bien, la philosophie est inutile, l'art est inutile, et ce n'est pas une critique. Ce n'est pas une critique, c'est simplement un pas de côté par rapport à notre conception habituelle du monde qui consiste à voir, utiliser, vivre simplement en fonction de l'utilité des choses. Au passage, c'est précisément parce que l'art et la philosophie sont inutiles qu'ils sont indispensables. Ils sont indispensables puisqu'ils nous permettent d'échapper à cette vision, disons, presque animale du monde. Vision presque animale du monde, puisque si nous nous intéressons au réel simplement par ce qu'il nous permet, c'est parce qu'on est tenaillé par les exigences de la survie. L'art et la philosophie sont des luxes de l'esprit qui permettent à l'esprit et à l'homme de vivre dans le monde gratuitement, sans chercher à faire quelque chose d'autre du monde. Alors, cette vision artistique du monde réveille donc en nous un rapport premier au réel et nous permet d'envisager, au passage, une nouvelle conception, une nouvelle configuration du monde. Lorsque l'artiste voit les choses pour elles-mêmes, il pointe du doigt tout ce que nous n'en voyons pas et que nous devrions peut-être y voir. Prenons l'exemple des peintures d'Autodix. Peintures d'Autodix donc, qui dénoncent l'horreur qui peuvent être utilisées comme autant de dénonciations de l'horreur de la Première Guerre mondiale. À la même époque qu'Autodix, il y a toute une série de représentations picturales de la Première Guerre mondiale qui vont montrer la solidarité des poilus dans les tranchées, qui vont montrer la gloire du vainqueur, etc. Autodix, il nous dit attention, la guerre, c'est ça aussi. C'est ce que vous ne voulez pas voir de la guerre parce que c'est pas utile pour votre récit, pour le récit des poilus courageux dans les tranchées. Mais c'est aussi ça aussi. Donc lorsqu'on parle de la guerre, il faut aussi prendre ceci en compte. Alors, il y aurait un rapprochement ici à faire, je le dis au passage, entre du coup ce que nous dit Bergson et la théorie d'un philosophe contemporain français qui s'appelle Jacques Rancière, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Politique de la littérature, politique au pluriel, qui est publié aux éditions La Fabrique, et dans lequel Rancière explique que la littérature a une fonction précisément politique. La politique, c'est l'organisation de la cité, puisque la littérature nous propose une nouvelle vision de la réalité, une nouvelle découpe dans le monde. Elle donne à voir des choses que d'habitude on ne voit pas dans la réalité. Et en ce sens-là, elle serait profondément politique. Alors, la littérature et l'art en général, pour revenir à Bergson, nous donnent à voir ce que d'habitude nous ne voyons pas. Ce qui était caché devient est découvert. En ce sens-là, l'art a une fonction révélatrice. L'œuvre d'art manifeste une part de vérité que nous occultons. Je reprends notre exemple d'Autodix. En représentant de manière extrêmement crue l'horreur des gueules cassées en 1914-1918,
autodix fait entrer dans la conscience des individus quelque chose qu'ils ne veulent pas voir, voire qu'ils cachent. Puisqu'on enferme les gueules cassées dans des sanatoriums, dans des hôpitaux, etc. Donc il y a bien une fonction, en réalité, révélatrice et éventuellement de dénonciation dans l'œuvre d'art, mais qui n'a pas besoin de passer par l'art engagé. L'art en tant que tel est engagé, vu qu'il révèle quelque chose qui jusque-là est caché. Vous y êtes ? Il n'y a pas besoin en fait de peindre Guernica de Picasso en disant je fais cette œuvre pour dénoncer quelque chose. Il n'y a pas besoin de faire cela pour être engagé. Si l'engagement c'est une proposition politique, vu que en tant que tel l'œuvre d'art révèle quelque chose qui est caché soit volontairement soit involontairement, en tant que tel toute œuvre d'art est engagée. Bien. Et si des œuvres d'art finissent par également nous toucher dans notre vie personnelle, si par exemple certains romans changent la vie d'un individu, modifient sa perception du monde, il y a des romans qui peuvent totalement bouleverser notre existence. À la lecture desquels on peut se dire tu dois changer ta vie, c'est précisément parce que ces romans nous révèlent quelque chose que l'on maintenait enfoui, voire que l'on censurait, que l'on refoulait, si on reprend le lexique de la psychanalyse chez Freud, que l'on censurait, que l'on refoulait. Alors, nous avons dit en conclusion de cette première sous-partie, je résume, nous avons dit que l'artiste avait une fonction révélatrice. En effet, pour lui, tout objet en tant que tel a le mérite d'exister et peut être observé, et non pas simplement parce qu'il est fonctionnel, non pas simplement parce qu'il est considéré comme important, mais par le fait même que la réalité soit, elle mérite d'être observée, donc d'être transcrite. Vous savez, c'est ce qui fait que parfois on est saoulé par des descriptions. On se dit, mais pourquoi il me décrit des descriptions dans un roman? Pourquoi il me décrit pendant 300 pages l'ourlet de la robe de Madame de Rênal? Parce qu'il est là. Évidemment, c'est inutile. Évidemment que nous, si on voyait Madame de Rênal avec comme objectif de la draguer, de la pécho, de la séduire, on n'observerait pas particulièrement l'ourlet. Et parce qu'on a une vision bornée, on a des œillères, utilité, il faut pécho Madame de Rênal. Eh bien, l'artiste, lui, c'est celui qui va voir ce qui existe indépendamment de l'utilité. Bon. Donc tout objet en tant que tel a sa valeur, toute réalité a sa valeur pour l'artiste, indépendamment de sa fonction. Et donc, en faisant de la moindre réalité l'objet potentiel d'une création esthétique, l'art instaure, c'est ce qu'on va essayer de montrer dans cette deuxième sous-partie, une pensée affirmative vis-à-vis du monde. Nous avons l'habitude, effectivement, de ne nous intéresser qu'à une portion de la réalité, celle qui nous est utile, et d'autre part, à considérer que tout ce qui est inutile ou tout ce qui est négatif est inutile, tout ce qui est inutile est négatif. L'art nous apprend que l'inutile, le négatif, le dénué de sens, le douloureux, l'art va nous faire... l'art va plutôt nous faire prendre conscience que l'inutile, le dénué de sens, le douloureux, le misérable, tout cela fait partie de l'existence, et l'œuvre d'art va nous réconcilier avec toutes ces parties de la réalité, tous ces pans de la réalité que nous avons tendance à vouloir expulser de notre existence, précisément parce qu'ils ne rentrent pas dans le schéma préétabli que l'on s'était fait de notre existence. Donc ce sera notre deuxième sous-partie, petit b, la fonction thérapeutique de l'art. Sans la musique des œuvres, la vie serait une besogne éreintante, un exil, une erreur. Et je reprends ici une citation de Nietzsche, sans la musique tout court, la vie serait une erreur, une besogne éreintante, un exil. Donc dans cette dernière sous-partie, je voudrais qu'on analyse plus spécifiquement
le texte de Nietzsche que vous avez sur le recueil de textes, texte que je vous lis désormais. Donc issu du Gai Savoir. Je rappelle les dates de Nietzsche, il est né en 1844 et il est mort en 1900. L'art doit avant tout embellir la vie, donc nous rendre nous-mêmes tolérables aux autres et agréables si possible. Ayant cette tâche en vue, il modère et nous tient en bride, crée des formes de civilité, lie ceux dont l'éducation n'est pas faite à des lois de convenance, de propreté, de politesse, leur apprend à parler et à se taire au bon moment. De plus, l'art doit dissimuler ou réinterpréter tout ce qui est laid, ces choses pénibles, épouvantables et dégoûtantes qui, malgré tous les efforts, à cause des origines de la nature humaine, viendront toujours de nouveau à la surface. Il doit agir ainsi, surtout pour ce qui est des passions, des douleurs de l'âme et des craintes, et faire transparaître dans la laideur inévitable ou insurmontable son côté significatif. Voilà pour le texte de Nietzsche. Je vous jure que c'est du café. Alors, pour comprendre, pour comprendre ce texte, pour comprendre ce que Nietzsche entend ici à travers la fonction thérapeutique, comme je l'ai dit, de l'art, il faut faire une petite précision concernant la philosophie de Nietzsche. Chez Nietzsche, l'humanité a produit en elle-même ou par elle-même des forces qui sont des forces ou des valeurs qui sont parfois opposées à la vie. Parmi ces valeurs qui sont opposées à la vie, on trouve la religion, la morale, les sciences. Pourquoi la religion, la morale, les sciences? Eh bien parce que la religion, la morale ou les sciences nous disent qu'il y a des choses plus importantes que de vivre. Il y a de faire le bien, de rechercher le vrai, d'agir avec justice, et en particulier la religion qui va nous dire qu'en réalité le sens profond de l'existence n'est pas dans l'existence, il est en dehors de l'existence, il est dans la mort. Il est dans la mort. Alors, si Nietzsche dit cela, c'est bien évidemment une critique de la morale des religions et des sciences. Il considère que l'humanité est vouée à sa perte si elle continue de penser qu'il y a des choses supérieures à la vie. En effet, toute espèce, d'un point de vue biologique, toute espèce qui considère qu'il y a quelque chose au-dessus de la perpétuation de sa propre existence, par exemple l'écologie, petite pensée aux collapsologues contemporains, si une espèce animale ne fait pas tout pour survivre, eh bien nécessairement, si elle ne fait pas tout pour survivre, elle va mourir. Et pour Nietzsche, l'art, en tant que tel, l'art est l'antidote, peut-on dire, à ces conceptions négatives de l'existence. En réalité, lorsque nous grandissons, nous commençons à nous donner à vivre, si vous voulez, si vous préférez, d'une certaine manière, avec un ensemble d'idées préconçues, de normes de ce qu'est l'existence et de ce qui vaut la peine d'être vécu. Nous considérons que une vie est réussie si elle est faite d'amour, de réussite financière, d'épanouissement intellectuel. Et on va considérer du coup tout ce qui est en dehors de cela, tout ce qui n'est pas cela, comme étant une vie ratée. Donc le fait de ne pas être épanoui intellectuellement, d'avoir des galères de thunes, de ne pas être amoureux ou d'avoir été quitté, etc. C'est des choses que l'on va considérer comme étant le côté négatif de l'existence dont il serait bon de se passer. Eh bien l'art, nous dit Nietzsche, nous réconcilie avec cela en nous disant précisément que ces choses négatives que nous fuyons tant ont une valeur en tant que telles. Et pourquoi ont-elles une valeur? Parce que c'est précisément parce qu'il y a ce négatif que nous sommes capables de goûter le positif. Autrement dit, on comprend mieux le premier paragraphe lorsqu'il nous dit que l'art civilise les individus. Lorsque nous vivons quelque chose de négatif, quand nous ne sommes pas civilisés, nous avons tendance à ne pas le supporter. L'art nous dit supporte-le parce que derrière ce négatif se joue quelque chose de potentiellement positif. Donc, patiente, consent avec patience, de ce négatif ressortira quelque chose de positif. Ok? Alors, selon Nietzsche, le rôle de l'art va être de donner un sens à l'existence,
en montrant que derrière le mal se joue quelque chose de signifiant pour l'homme, se joue quelque chose de positif. En effet, à travers l'art, le mal, l'inutile, le douloureux, peut devenir source d'affirmation de soi. Par exemple, sans la douleur, il n'y aurait pas de musique triste. Il faut bien qu'on ait ressenti la douleur pour que nous ayons pu créer artistiquement les musiques tristes. Et en retour, ces musiques tristes vont nous permettre de supporter davantage notre propre tristesse, puisqu'on va lui donner un côté esthétique qu'elle n'avait pas jusqu'ici. On va vivre une rupture amoureuse, on va vivre une maladie, avec en tête cette musique comme on la verrait dans un film. On va mettre en film ou mettre en musique sa propre existence. Et de la sorte, on va avoir, si vous préférez, une force supplémentaire pour affronter ces négativités. De sorte que chez Nietzsche, l'affirmation selon laquelle l'art, sans l'art, la vie serait une erreur, parce qu'il s'agirait de supporter du négatif sans avoir de perspective, l'affirmation selon laquelle la vie est une erreur est directement corrélée à une autre affirmation que l'on trouve dans le Gai savoir de Nietzsche, à savoir deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es, c'est la capacité d'un individu à s'affirmer dans l'existence, quand bien même son existence serait faite de négativité, de douleur, de pénibilité et d'inutilité. Devenir ce que l'on est suppose que l'on est l'aide de la musique de l'art, de la musique tout court chez Nietzsche, qui est particulièrement sensible à l'art musical qu'il pratiquait, qu'on est l'aide de l'œuvre d'art, qui va mettre en musique notre propre existence et ainsi va nous permettre de supporter les épisodes négatifs comme étant, pour reprendre la métaphore musicale, une mesure, un mouvement dans la belle symphonie de notre existence. On va supporter le lamento potentiel parce qu'on sait qu'à l'issue, il y aura une finale remarquable. En sorte que, à l'opposé des valeurs antivitales ou des normes opposées à la vie que sont la religion, la morale ou les sciences, l'art glorifie la vie et en glorifiant la vie nous donne le courage de la supporter, de l'affronter, voire de la transformer. C'est parce que nous sommes capables de supporter la douleur à un moment donné qu'on va avoir suffisamment de force pour changer notre existence. Bien. C'est quelque chose, au final, c'est quelque chose que l'on sait bien. Lorsqu'on veut se donner de la force, qu'il s'agisse de force intellectuelle, de force physique, on met de la musique. Le simple fait que les joggeuses ou les joggeurs du matin aient tous leur AirPod avec de la musique, c'est une preuve que Nietzsche a raison. Oui, sans la musique, sans l'art, plus généralement, la vie sera une erreur. Parce que si je n'ai pas la musique de motivation dans les oreilles, je vais commencer à me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de m'imposer comme douleur ici? Il fait moins 3 degrés, il est 8h du mat, et je cours derrière rien. C'est l'art qui me donne la force de supporter cette négativité. Conclusion générale donc du cours sur l'art. Je vous rappelle que notre question était: les œuvres d'art sont-elles des réalités comme les autres? J'en conclus que non, les œuvres d'art ne sont pas des réalités comme les autres, si par réalité comme les autres on entend des réalités naturelles ou des objets techniques. Les œuvres d'art sont plus que des réalités naturelles ou des objets techniques, précisément parce qu'elles sont des objets à penser, qui nous permettent d'interroger notre rapport au monde et, parce qu'elles nous permettent d'interroger notre rapport au monde, de sublimer, de transformer notre existence. C'est parce qu'il existe des œuvres d'art qu'il est possible de vivre sa vie comme une œuvre d'art. Qu'il est possible de vivre sa vie comme le dandy, c'est-à-dire comme un roman, comme une symphonie, comme un tableau de maître. Qu'il est possible d'être l'artiste de soi-même. Les œuvres d'art sont des invitations au dépassement aussi bien physique qu'intellectuel de l'individu. On peut dire donc que dans l'art, l'individu humain se donne un avenir, que grâce à l'art, l'individu devient ce qu'il est. Voilà, je vous laisse sur ça, à méditer comme on dit, et à lundi.